cette nouvelle journée de discussion. Alors, le temps nous est compté, donc je serai très brève, juste le temps d'exprimer à la fois l'honneur et le plaisir que je ressens d'être ici parmi vous aujourd'hui. Alors, l'honneur, c'est évident, tant je suis heureuse que Gaëlle Marty et Bérénice Hamidi m'aient invité à ce magnifique colloque qui est le lieu depuis hier de temps de réflexion, de temps d'échange de points de vue différents, de temps de débat. Et puis le plaisir, eh bien, c'est particulièrement d'être entouré aujourd'hui par des participantes et des participants pour un panel de discussion de la matinée qui s'annonce lui aussi passionnant. Alors, ce matin, on va avoir une analyse qui va être principalement portée sur le droit, mais sur le droit avec l'éclairage du passé et de la comparaison. Donc, c'est finalement un voyage dans le temps et dans l'espace qui nous est proposé aujourd'hui. Donc, je suis très heureuse, très fière d'être la capitaine de ce voyage et de commencer tout de suite ce trajet dans le temps avec une première intervention de Juliette Zanetta. Juliette qui est doctorante en histoire à l'université Lyon 2 et qui va nous proposer le fruit de ses réflexions sur le traitement du viol en droit pénal français et l'évolution de son cadrage historique. Donc Juliette, c'est à vous. Ok, alors du coup, bonjour à toutes et à tous. Je me joins aux remerciements qui m'ont déjà été adressés hier et qui commencent à être adressés aujourd'hui à Bérénice Hamidi. Non, c'est moi qui suis pas assez proche. Ok. Donc je me joins aux remerciements qui ont déjà été adressés à Bérénice Hamidi et Gaëlle Marty pour l'organisation de ce très beau colloque. Du coup, pour cette communication, je vais revenir sur l'évolution du cadrage historique du viol en droit pénal français, parce que si aujourd'hui elle jouit d'une définition juridique, ça n'a pas toujours été le cas. Avant la loi du 23 décembre 1980, aucune loi officielle ne définit ce qu'est un viol. Si la catégorie est bien envisagée sur le plan juridique et est inscrite dans le code pénal de 1791 puis dans celui de 1810, elle ne profite pas pour autant d'une définition claire. Alors retracer l'histoire du viol en droit pénal français, ça permet de mieux en saisir les enjeux de la lente et difficile prise en charge des violences sexuelles et plus spécifiquement du viol. Alors pour retracer le PowerPoint. Alors, pour retracer l'évolution historique de la notion de viol en droit, je vais suivre un fil chronologique. L'idée, c'est de revenir dans un premier temps sur le rendez-vous raté de la définition du viol dans les codes pénaux de 1791 et de 1810, pour mettre en avant l'impact de cette absence de définition sur la prise en charge des violences sexuelles en France. Cette absence de définition dans les textes de loi, elle perdure jusqu'en 1980, lorsque la première loi définit officiellement le viol. C'est la loi du 23 décembre 1980. Il s'agira du deuxième temps de mon propos. Alors, commençons donc par regarder ce qui se passe du côté des textes officiels encadrant la justice pénale et l'impact de ces définitions, ou plutôt de ces non-définitions, dans la prise en charge des violences sexuelles en France de la fin du XVIIIe à la fin du XXe siècle. Alors, le code pénal de 1791, c'est le premier code pénal français. Le viol est inscrit au titre des articles 29 et 30. Le crime de viol est aggravé lorsqu'il est commis sur une enfant de moins de 15 ans ou s'il est perpétré en réunion. Alors, les victimes de viol, elles ne semblent alors penser qu'au féminin, excluant d'emblée les hommes et les garçons. La peine encourue pour viol est explicitement mentionnée, 6 années de fer, voire 12, mais ce qui est entendu par viol ne l'est pas. Il n'existe pas de définition juridique du crime de viol dans le code pénal de 1791. Le constat est similaire dans le code pénal de 1810, qui remplace le précédent. Ce texte porte les fondements de la justice pénale du XIXe siècle et pour une large partie du XXe siècle en France. Il est rédigé sous l'impulsion de Napoléon, quelques années après son code civil de 1804, qui place la famille, le mariage, la filiation au cœur des intérêts de la société du XIXe siècle. Dans le code pénal, une section est dédiée aux attentats aux mœurs. Le viol apparaît dans l'article 331 de la première version du code pénal. On peut y lire que quiconque aura commis le crime de viol ou sera coupable de tout autre attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violence contre des individus de l'un ou l'autre sexe sera puni de la réclusion. On a une nouvelle typologie de crime qui apparaît donc, celle de l'attentat à la pudeur. Pour autant, aucune définition n'est proposée de l'un ou l'autre de ces crimes. Une loi du 28 avril 1832 modifie le code pénal et instaure une troisième catégorie en plus du viol et de l'attentat à la pudeur avec violence, l'attentat à la pudeur sans violence. Excusez-moi.
Donc ce crime, il concerne les mineurs, mais seulement pour les moins de 11 ans, âge qui sera relevé à 13 ans en 1863 et à 15 ans en 1945. Alors sans définition, c'est à la jurisprudence de dessiner les contours de ce qu'est un viol au regard du droit. Dès 1810, le viol est désigné comme un coït illicite avec une femme qu'on sait ne point consentir. Alors on a plusieurs informations qui émergent de cette jurisprudence. Un viol, c'est un coït, c'est-à-dire une pénétration vaginale. Tout autre type de violence sexuelle sera alors qualifié d'attentat à la pudeur, qu'il s'agisse de coït oral, cunnilingus, fellation, ou de coït anal forcé, la sodomie. Ce coït, il est illicite. Il a donc lieu hors du cadre licite de la sexualité, c'est-à-dire hors du mariage. Un élément qui est souligné par le juriste René Garot dans son traité théorique et pratique du droit pénal français. Il y écrit qu'un mari qui prendrait sa femme de force ne commettrait certainement pas le crime de viol, même après la séparation de corps. Troisième point, la victime n'est envisagée que comme une femme, alors que les attentats à la pudeur concernent l'un ou l'autre sexe, comme le précise l'article 331 du Code pénal. Semble alors d'emblée exclu des victimes de viol, au regard du droit, les hommes et les femmes victimes de violences sexuelles au sein de leur couple. Aussi, ce sont les magistrats qui donnèrent progressivement corps à une définition du viol, sans que celle-ci n'ait rien d'officiel. Un arrêt de la Cour de cassation du 25 juin 1857 établit qu'il appartient au juge de rechercher et de constater les éléments constitutifs de ce crime, d'après son caractère spécial et la gravité des conséquences qu'il peut avoir pour les victimes et pour l'honneur des familles. Si le sort des femmes violées est évoqué, l'honneur de leur famille est placé au même niveau. Un viol constitue un crime contre la personne, certes, mais finalement, contre quelle personne ? Souvent, les hommes sous l'autorité desquels les femmes subsistent, c'est-à-dire les pères, puis une fois mariés, les maris. Alors la question de l'honneur, elle apparaît comme une composante essentielle de la définition et de la prise en charge des violences sexuelles, mais également comme un frein à la dénonciation de ces mêmes violences. Un honneur qui pourra être rappelé à plusieurs niveaux. On va le voir à travers des exemples trouvés aux archives départementales du Rhône dans des dossiers pénaux. Alors tout d'abord, les victimes des violences sexuelles, bien conscientes des enjeux d'une dénonciation publique, ce qui peut d'ailleurs les amener à se rétracter. C'est le cas d'une jeune employée de bureau de 17 ans, sujette pendant 2 ans à des attentats de la part de son père. Après avoir décrit en détail les agressions qu'elle subit, elle revient sur ces accusations. Une voisine et confidente de la jeune fille dépose que cette dernière lui a déclaré que si cette affaire se dévoilait, ce serait un déshonneur pour la famille et pour elle surtout. Les membres de la famille font également appel à cette honte et ce déshonneur pour justifier leur silence et leur non-action. Dans l'affaire Jean-Baptiste Sautier, accusé d'attentat à la pudeur sur ses 2 filles légitimes, Clotilde et Marie, toute la famille était au courant des agissements du père. Jules Lagardette, qui est le beau-frère de Sautier, déclare « Nous nous sommes concertés sur la conduite à tenir. Je n'ai pas dénoncé Sautier pour éviter une honte à la famille, mais je lui ai écrit, sous un nom supposé, une lettre recommandée dans laquelle je l'invitais à cesser ses relations incestueuses. » C'est parfois le mis en cause lui-même qui rappelle à la plaignante qu'elle met son honneur en jeu en l'accusant publiquement. Georges Chureau, accusé de viol sur sa belle-mère, donc la mère de son épouse, écrit une lettre à sa victime pour la blâmer. On peut par exemple y lire « Avez-vous bien réfléchi à ce que vous faites et n'avez-vous pas à regretter plus tard d'avoir agi à la légère et d'avoir conduit votre gendre sur les bancs de la cour d'assises ?» Et un peu plus loin, « Si seulement vous aviez pesé l'importance de cette dénonciation, vous auriez vu qu'en me perdant, vous vous portiez aussi un tort considérable et que votre honneur était en jeu. » Et dans sa lettre, il souligne plusieurs fois le mot « honneur ». Étroitement lié au monde judiciaire, le milieu médical véhicule également des avis bien tranchés sur les violences sexuelles. Le docteur lyonnais Alexandre Lacassagne, qui est expert auprès des tribunaux du Rhône et donc qui est amené à examiner des plaignantes de crimes sexuels, qualifie par exemple les dénonciations de violences sexuelles, de chantage ou de vengeance à satisfaire de la part des victimes. Alors longtemps, la société elle n'arrivait pas à envisager qu'une femme adulte puisse être violée par un homme adulte seul. Charles Vibert, médecin légiste auprès des tribunaux de la Seine cette fois-ci, écrit « Quand il s'agit d'une femme qui sait ce que sont les rapports sexuels et qui est en position de ses forces, il est impossible de croire qu'un homme seul réussisse à accomplir sur elle un viol. » Aussi, les femmes adultes apparaissent comme une catégorie de victimes difficilement envisageable dans l'imaginaire collectif de l'époque, en tout cas judiciaire et médical du 19e et du 1er 20e siècle. Des comportements bien spécifiques étaient attendus de la part des victimes, un refus obstiné, une vive résistance qui se traduit par des mouvements et des cris. L'enjeu de l'absence de définition juridique du viol est bien relevé par certains médecins experts auprès des tribunaux. Le médecin lyonnais Henri Coutaigne le souligne et en propose une définition. Il écrit qu'on admet généralement que le viol est constitué par un attentat à la pudeur avec violence, dans lequel le coït avec intromission du membre viril dans les voies génitales est pratiqué contrairement à la volonté de la victime.
Ici encore, le viol apparaît comme un crime genré. Cela transparaît par la désignation des organes génitaux pour distinguer les protagonistes. L'auteur est un homme, on parle de son membre viril, tandis que la victime est une femme, on parle de ses voies génitales. Si les femmes adultes sont difficilement envisagées comme des victimes potentielles de crimes sexuels, a fortiori au sein de leur couple, il est d'autres catégories d'individus qui restent d'autant plus dans l'ombre. On peut ici penser aux hommes, notamment majeurs. Lorsqu'ils ont moins de 15 ans, les jeunes garçons peuvent être envisagés comme des victimes d'attentats à la pudeur, mais jamais de viol, car la violence sexuelle n'entraînera jamais une grossesse non désirée. Au même titre, les violences sexuelles sur des personnes de même sexe semblent difficilement envisageables, déjà parce que les auteurs, et je laisse volontairement auteurs au masculin, ne sont pensés finalement qu'au masculin. Dans le code français expliqué par leurs motifs, par des exemples et par la jurisprudence, le juriste français Joseph-Adrien Rognon s'applique à analyser et détailler chaque article du code pénal de 1810. Concernant l'article 332, donc anciennement 331, quiconque aura commis le crime de viol sera puni des travaux forcés à temps. Il souligne notamment la différence entre viol et attentat à la pudeur qui sont, je cite, bien distincts. Il souligne notamment... il dit que le viol a pour but des rapports plus intimes et réellement d'une plus grande gravité, et il précise que le viol suppose toujours la consommation de l'union des sexes, et les conséquences de cet acte odieux peuvent avoir, sous plusieurs rapports, être excessivement graves. Alors le viol n'est envisagé que prenant place entre un homme et une femme, il parle d'union des sexes, sont exclus les viols perpétrés par un homme sur un autre homme et par une femme sur une autre femme. Alors jusqu'ici, on a des typologies de victimes types versus des victimes impossibles, ou plutôt impensées, qui transparaissent dans l'interprétation des non-définitions pénales du viol. Sous l'égide des codes pénaux de 1791 et de 1810, plusieurs éléments entrent en compte dans ce qu'on pourrait appeler l'éligibilité d'une personne à être qualifiée de victime de viol. Les victimes sont nécessairement des femmes, puisque l'acte de viol ne recouvre qu'un coït vaginal imposé. Ces femmes sont nubiles, puisqu'un coït a pour conséquence potentielle une grossesse illégitime, mais en même temps, elles ne sont pas non plus adultes, car sinon elles peuvent se défendre, ou alors le viol prend place dans des dispositions particulières, diminution physique de la victime, viol collectif. Encore, le viol est violent, et la victime se défend, crie, appelle à l'aide. Nombre d'injonctions découlent donc de la non-définition explicite et officielle de ce qui est entendu par la notion de viol. Il faut attendre 1980 pour qu'une définition du viol entre dans les textes de loi, marquant un tournant dans la façon d'envisager le viol dans la société française de la fin du XXe siècle. Et sous la pression des mouvements féministes, la loi doit changer, la loi doit définir. Le procédé, qui a été évoqué hier, marque un tournant dans la prise en compte du viol comme objet public et politique. Il est l'un des leviers qui mène au vote de la loi supprimant l'immunité maritale en cas de violence sexuelle, la loi du 23 décembre 1980. Alors, dès 1978, au moment du procès, des discussions parlementaires pour proposer une loi qui définisse le viol se multiplient. Plusieurs propositions sont déposées, aussi bien par l'Assemblée nationale que par le Sénat. Cette proposition se succède au sein du Parlement français, notant une volonté de changer une loi inadaptée à la fin du XXe siècle. Depuis cette loi, l'article 332 du Code pénal précise que tout acte de pénétration sexuelle, on ne parle plus seulement du coït, de quelque nature qu'il soit commis sur la personne d'autrui, on n'exclut donc plus l'époux, l'épouse ou la personne de même sexe, par violence, contrainte ou surprise, est un viol. Avec cette loi, on envisage finalement le viol conjugal, pourtant remis en cause lors des débats parlementaires, notamment par le sénateur union centriste Louis Virapoulet en 1978, qui déclara « Il n'y a pas de possibilité de viol dans le cadre de l'union légitime, car alors que deviendraient les devoirs conjugaux ? Nous devons donc poursuivre les débats et nous préoccuper des actes sexuels accomplis sur d'autres personnes que l'épouse ou l'époux. » Il faudra d'ailleurs attendre plus d'une décennie après la promulgation de la loi de 1980 pour qu'il soit véritablement reconnu avec une jurisprudence en 1992. 2 ans plus tard, le Code pénal de 1810 est finalement abrogé. Dans le Code pénal de 1994, toujours en vigueur aujourd'hui, la définition du viol proposée par la loi de 1980 est conservée à cela près que la menace apparaît comme une circonstance supplémentaire s'ajoutant à la violence, la contrainte et à la surprise. Alors, avant la mise en route de la machine législative à la fin des années 1970, le Code pénal se bornait à donner un cadrage des peines encourues. Et la jurisprudence proposait des pistes de définition. Mais ces pistes de définition étaient toujours genrées. Les rôles attribués à chaque protagoniste étaient bien définis. Des hommes auteurs, pénétrant avec violence, des femmes victimes, de préférence mineures, pénétrées par voie vaginale, avec violence, se débattant.
Aujourd'hui, le viol est défini dans le code pénal. Depuis 2021, il est entendu comme tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur, par violence, contrainte, menace ou surprise. Finalement, le viol s'est érigé en sujet légitime au sein de la discipline historique à la toute fin du XXe siècle, notamment avec l'ouvrage majeur de l'historien Georges Vigarello sur la question. Dans l'histoire du viol du XVIe au XXe siècle, il revient sur le processus culturel qui aurait conduit à l'explosion du nombre de plaintes à l'extrême fin du XXe siècle. Selon l'historien, si nous pouvons étudier la violence sexuelle sous un nouveau jour, c'est parce qu'elle oppose aujourd'hui deux sujets. Depuis les années 1970, une certaine égalité entre les hommes et les femmes est reconnue. Elle n'est pas nécessairement présente dans les faits. Comme l'explique l'historienne Françoise Thébault, les femmes ont accédé à un statut d'individu à part entière et à une certaine autonomie par rapport à leur destin biologique et au lien conjugal. Ainsi, au croisement de l'histoire des sexualités, des violences, mais également de l'histoire des femmes et du genre, émergent de nouvelles recherches pour prolonger cette histoire du viol qui a déjà bien commencé à être écrite, et notamment du côté du viol conjugal et plus largement des violences sexuelles au sein des couples, au même titre que l'histoire du viol à la fin du XXe siècle. Je vous remercie. Merci beaucoup Juliette de nous avoir en si peu de temps délivré autant d'informations et de matière à réflexion. C'est la difficulté à penser socialement le viol, la difficulté à le qualifier juridiquement et la difficulté à le sanctionner. Donc on va voir maintenant avec Margot Giacinti, qui est doctorante en sciences politiques à l'ENS, si les mêmes conclusions valent pour le féminicide que vous étudiez dans une perspective historique sur les 19e et 20e siècles. Merci beaucoup Diane, merci beaucoup à tous pour être là et merci beaucoup aux organisatrices. C'est vraiment formidable de pouvoir venir parler de féminicide aujourd'hui dans ce cadre. Alors, s'il n'existe pas ni à l'heure actuelle ni hier de catégorie pénale autonome de féminicide en droit pénal français, la question de la création d'une telle infraction est régulièrement réactivée à la fois par les associations féministes et par les chercheuses, dont certaines d'ailleurs sont présentes aujourd'hui. Pour autant, si cette infraction pénale n'existe pas comme telle et si le mot n'est pas utilisé dans les sphères du droit, peut-on toutefois dire que la réalité sociale qu'il décrit est tout à fait absente de la lecture des acteurs du XIXe et du XXe siècle. L'enjeu de cette communication, c'est de proposer un panorama des évolutions de la lecture sociale, juridique, politique du féminicide sur le temps long, donc du Code pénal de 1791 à aujourd'hui. On ne s'attardera donc pas sur une époque en particulier, mais on va chercher plutôt à faire ici l'histoire de l'idée de féminicide. Le prisme choisi, c'est donc celui qui permet d'essayer de comprendre comment est perçu, expliqué, voire justifié le meurtre d'une femme par les intellectuels du 19e et du 20e, qu'ils soient juristes, théoriciens, experts, avant que ce crime soit nommé comme tel, donc compris et dénoncé comme le meurtre d'une femme parce qu'elle est une femme. J'essaierai aujourd'hui d'identifier 3 périodes dans l'histoire de l'idée de féminicide, organisées autour de 3 paradigmes différents. Le premier, c'est le paradigme conjugaliste, donc c'est le féminicide qui est appréhendé au prisme du mariage. Donc il s'étend essentiellement sur le 19e. Le deuxième paradigme, c'est le paradigme passionnel, c'est le féminicide qui est appréhendé par le prisme de la passion. Et ce paradigme, il s'étend tout au long, à la fin du 19e et tout au long du 20e. Le dernier paradigme, c'est le paradigme féministe, donc c'est le féminicide qui est appréhendé par le prisme du genre et qui intervient à la fin du 20e et qui se poursuit de nos jours. D'emblée, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas de rupture franche entre ces paradigmes et qu'on va retrouver des influences réciproques entre ces différentes lectures, notamment du fait de la prégnance du prisme conjugaliste tout au long du 19e, du 20e, et on verra qu'il perdure encore aujourd'hui. Donc, dans la première partie, je voulais donc revenir sur la lecture du féminicide au prisme du mariage. Au XIXe siècle, le meurtre d'une femme est avant tout le meurtre d'une épouse. Il est analysé par un certain nombre d'acteurs comme un crime lié à la sphère conjugale. Le meurtre serait le résultat soit de mésentente conjugale, selon l'expression qui est consacrée dans les archives, donc de désaccord au sein du couple, ou la suite légitime d'un adultère. Généralement, cet adultère, il est commis par l'épouse. La famille et le mariage, comme le rappelle l'historienne Martine Kaluzinski, sont le fondement de la société au XIXe siècle et de ses bonnes mœurs. Ces institutions déterminent en grande partie les rôles sociaux attendus pour chaque catégorie d'individus, c'est bien que la politiste Anne Verjus va considérer qu'on peut parler de conjugalisme ou de familialisme pour décrire les idéologies prégnantes à cette époque qui visent à protéger le mariage et la famille. L'adultère, il est problématique parce qu'il met à mal ces deux institutions puisqu'il va instaurer un flou dans la filiation. L'époux est-il bien le père naturel de l'enfant mis au monde par l'épouse ?
D'ailleurs, c'est ce que va entendre protéger l'article 324 du Code pénal de 1810, qui dispose que, dans les cas d'adultère prévus par l'article 336, le meurtre commis par l'époux sur son épouse, ainsi que sur le complice, à l'instant où il les surprend en flagrant délit dans la maison conjugale, est excusable. Si les dispositions de l'article 324 ne sont pas pensées comme un droit de tuer, il n'empêche pas pour autant qu'elles entérinent la possibilité de féminicide par l'impunité qu'encourent les époux qui tuent leur épouse dans les circonstances indiquées par le Code. En réalité, si l'article il apparaît très peu utilisé dans les questions posées au jury, il y a un certain nombre d'historiennes, comme Gemma Gagnon ou Sandrine Pons, qui montrent que les stratégies de défense utilisées par les avocats dans la défense des meurtriers cherchent à faire admettre au jury la suspicion de l'adultère, et donc de faire bénéficier à l'accusé, même s'il n'y a pas les circonstances prévues par le Code, de l'excuse légale. La manière dont est pensé le meurtre entre conjoints, il est également intimement lié au débat qu'il y a sur la légalisation du divorce par consentement mutuel. Ce divorce, il est autorisé sous la Révolution. Ensuite, il est limité par Napoléon en 1804. Il est abrogé par la loi Louis de Bonald en 1816. Et il est rétabli sous la Troisième République en 1884. D'un côté, vous avez donc les partisans de l'abrogation du divorce qui vont considérer, à la suite de Louis de Bonald, qui est un monarchiste convaincu, à qui on doit la loi de 1816, qu'il vaut mieux tolérer l'adultère et même l'homicide que de détruire la société en acceptant le divorce. En s'attaquant aux institutions du mariage et de la famille, le divorce il est perçu comme un véritable danger pour la société. Il est perçu comme plus dangereux que l'homicide permis par le Code. Face à ce camp, les partisans du divorce, ils arguent du rôle primordial du divorce dans la prévention des crimes conjugaux. À titre d'exemple, le comte de Sort, qui est maître des requêts au Conseil d'État, il adresse en 1833 une pétition aux membres de la Chambre des Pairs dans laquelle il va constater l'augmentation des cas d'homicides conjugaux depuis l'abrogation du divorce. Donc je vous lis ce qu'il écrit. Depuis l'abolition du divorce, le nombre d'enfants naturels n'a cessé d'augmenter, le scandale des séparations de corps a été porté au comble, ainsi que celui des condamnations des maris pour l'assassinat de leurs femmes et de femmes pour l'assassinat de leurs maris. On est épouvanté en voyant cette multitude d'horribles attentats, surtout en songeant que la plupart n'auraient pas été commis si le divorce n'eût pas été aboli par la Chambre de 1815. Pour autant, le comte de Sort, il manque quelque chose, en tout cas avec le regard du XXIe siècle, c'est qu'il ne montre pas qu'il y a un nombre bien plus grand de femmes qui sont tuées. Pourtant, dans son comptage, sur 98 crimes qu'il relève, il y en a 62 qui sont le fait d'un homme sur son épouse et 29 qui sont le fait d'une femme sur son mari. Donc, malgré la dénonciation des homicides conjugaux, finalement, les partisans du divorce sont loin de penser une asymétrie dans le crime qui implique que les hommes tuent les femmes. Ces lectures conjugalistes et familialistes, elles permettent alors pas aux acteurs d'identifier le féminicide tel que nous l'entendons, nous, aujourd'hui, puisqu'il est lu au prisme des normes qui prévalent. Le meurtre d'une femme, c'est le meurtre d'une épouse ou d'une concubine, mais en aucun cas celui d'une femme. Deux signifiés existent dans le giron du féminicide et vont empêcher à la catégorie de féminicide d'advenir pleinement, alors qu'on pourra y revenir, mais Hubertine Auclair, donc féministe de la première vague, utilisait déjà le terme féminicide. Donc ces deux signifiés qui émergent, ils ne regroupent pas parfaitement le signifiant du féminicide, mais ils sont intéressants quand même. Ce premier signifié, c'est le terme uxoricide. Donc l'uxoricide, il n'est pas au XIXe siècle, il existait déjà dans le droit canon, et il est repris par la doctrine et la jurisprudence sous l'Ancien Régime. L'uxoricide, dans l'Ancien droit, c'est à la fois le crime commis par le mari sur l'épouse, mais aussi le crime commis par l'épouse sur le conjoint. Il est particulièrement accepté par les acteurs de l'époque, puisqu'il va sembler agir comme une réponse à l'adultère des épouses. Cette catégorie, ce n'est pas une catégorie pénale depuis le Code pénal de 1791, mais elle reste utilisée par les acteurs de l'époque, par exemple des juristes, des avocats, la presse ou encore un courant qui est le courant de l'anthropologie criminelle, et on reviendra dessus plus tard. Preuve de la prégnance de ces conceptions conjugalistes, un autre mot émerge, conjugicide. Le mot conjugicide, donc, il apparaît dans les milieux du droit à partir du mot uxoricide. Ce qui se passe, c'est que lors de l'élaboration du Code pénal de 1810, il y a un débat qui va s'ouvrir pour la réforme du Code pénal de 1791, et dans ce cadre, les jurisconsultes vont proposer cette terminologie, conjugicide, dans le nouveau Code pénal. Alors, ce terme, il n'est pas défini, donc on ne peut pas vraiment savoir. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que l'idée, c'est de créer une qualification en s'inspirant de l'uxoricide, sans pour autant réemployer cette terminologie. Pourquoi ? Parce qu'ils préfèrent une terminologie qui, renvoie davantage au meurtre conjugal qu'au meurtre de l'épouse, avec le terme uxor, qui veut dire épouse. La volonté de création d'une nouvelle catégorie donc, efface une spécificité de sexe qui rend compte d'une imposition de l'idéologie conjugaliste et même aussi une forme en fait, d'universalisme, puisque
les jurisconsultes cherchent par les mots à ne pas faire de différence entre les deux crimes en gommant le sexe de la victime. Finalement, la catégorie de conjugicide, elle n'est pas consacrée par le Code et elle n'est pas beaucoup reprise, sauf dans le droit canon. Dans le droit pénal du 19e et du 20e, donc, il n'y a pas de catégorie qui prenne en compte le sexe de la victime lors d'un homicide, ce qui ne veut pas dire que le droit pénal ne prend pas du tout encore en compte les rapports de genre, mais en ce qui concerne l'homicide, c'est plutôt dans le traitement que dans la catégorisation que ça va se faire. Deuxième paradigme, le paradigme donc au prisme de la question de la passion. On va observer à la toute fin du 19e et au début du 20e la constitution progressive d'un nouveau paradigme qui concerne donc la lecture de ce crime. Le mot uxoricide, on l'a dit, il est utilisé dans les milieux d'anthropologie criminelle. Ce milieu est assez important parce que c'est un courant scientifique qui est considéré comme l'ancêtre de la criminologie et qui se développe d'abord au 19e puis au 20e. Ce qui est intéressant, c'est que cette école, en essayant d'expliquer le crime, va participer à introduire une autre lecture qu'on pourrait résumer comme le passage d'un paradigme conjugal à un paradigme passionnel. L'école de l'anthropologie criminelle, elle cherche à établir des catégories de criminels. Parmi elles, on a le criminel né, le criminel par occasion et le criminel par passion. Dans cette dernière catégorie, qu'est-ce qu'on retrouve ? On va retrouver l'homme uxoricide. L'homme uxoricide, en fait, c'est celui qui aurait assassiné son épouse. Et seulement dans ce sens-là. Ce criminel par passion, il va bénéficier d'un regard très bienveillant de la part de Cesare Lombroso qui va indiquer que le crime d'uxoricide est moins grave que les autres crimes. Alors, je le cite. Parmi les criminels, il y a une catégorie qui se distingue absolument des autres, c'est celle des criminels par passion, qu'on devrait plutôt appeler criminels par emportement. Nous lui trouvons un caractère distinctif dans la beauté de la physionomie et l'absence presque complète de ces caractères qu'on en a remarqué si fréquemment chez les criminels nés chez les fous. À la beauté du corps répond l'honnêteté de l'âme. En parallèle de cette lecture qui participe donc à construire le féminicide comme un beau crime, on va avoir donc l'émergence du crime passionnel dans la presse. L'historienne Anne-Claude Ambroise Rendu, elle qualifie ce phénomène de pure réalité médiatique, puisque ce crime passionnel, il n'est pas une catégorie pénale, et pourtant, on va le retrouver de manière extrêmement importante dans la presse. Si les historiens s'accordent généralement sur le fait que les magistrats, tout au long du 19e, sont très réticents à l'admission de l'expression des émotions et des sentiments dans le procès, ils préfèrent s'intéresser aux motifs, au déroulement des faits, à la qualification du crime. Pour autant, on constate que les avocats, dans le cadre de la défense des hommes accusés, vont plaider des crimes absents. Je reprends les mots de l'historienne Sandrine Pons, et un des crimes absents, c'est donc le crime passionnel. La stratégie de défense des accusés fait alors intervenir des éléments étrangers au droit, comme la défense de l'honneur, l'amour, la jalousie, en bref, des éléments subjectifs qui tranchent avec la logique judiciaire. Ces plaidoiries ne sont pas sans effet, puisque le ministère public va être exaspéré, il le dit dans plusieurs mots, exaspéré des acquittements de ceux qui ont commis le beau crime. Là encore, la grille de lecture passionnelle ne permet pas de saisir les logiques genrées qui alimentent et déterminent le crime. Si les journaux font apparaître une majorité de meurtriers hommes, notamment issus de la classe ouvrière, peut en conclure à une asymétrie dans le crime et à des violences faites aux femmes. Cette installation du paradigme passionnel, il n'est pas immédiat, il va s'accélérer dans les années 1900-1910, et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on va le retrouver en fait, au XXe. On peut encore parfois l'entendre, alors quand même de moins en moins dans les tribunaux, dans les cours d'assises. La dernière partie, donc je vais revenir rapidement sur la période qui s'étend maintenant de 1970 à aujourd'hui, en particulier avec l'émergence d'un autre terme pour nommer le crime, donc féminicide. La lecture du crime change fondamentalement avec l'apport des théoriciennes et chercheuses féministes. Comme le montrent les travaux de Pauline Delage au sujet de l'émergence du problème public de la violence conjugale, si les problèmes de la violence de genre préexistent à leur identification comme telle, ce sont les mouvements féministes des années 70 aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en France, en Europe, qui permettent d'identifier ces violences comme un problème de société et comme un véritable fait social, et pas comme une question d'ordre privé qui serait restreint à la sphère familiale. En mettant en lien les violences et les rapports socio-structurels entre hommes et femmes, les féministes vont fonder des grilles de lecture qui permettent de nommer et de dénoncer les violences. Dans ce cadre-là, elles vont participer à un événement qui est très important, qui est très méconnu en France, qui s'appelle le Tribunal international des crimes contre les femmes. Ce tribunal, c'est une rencontre internationale féministe qui se déroule du 4 au 8 mars 1976 à Bruxelles et qui est organisée par des féministes des différents Women's Lib. Il rassemble plus de 2000 femmes de 40 pays et de communautés, et parmi elles, des militantes du mouvement de libération des femmes français.
Cet événement, il est marrainé par Simone de Beauvoir, qu'elle décrit comme un grand événement historique, et il est également présenté comme l'acte de naissance collectif du concept de féminicide, puisque c'est dans ce cadre que Diana Russell, qui est celle qui va coordonner le premier ouvrage fondateur de la notion, Femicide, The Poetic of Woman Killing, c'est dans ce cadre-là qu'elle va présenter vraiment le concept. Si la place qui est réservée au féminicide reste marginale dans cet événement, la contribution principale de l'atelier, qui est réalisée par Diana Russell, elle propose une première théorisation de ce crime-là. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette théorisation, l'angle d'attaque il est proche de celui qui va être développé plus tard, mais le féminicide est conçu de manière large. Donc, ce n'est pas le meurtre conjugal, ce n'est pas seulement le meurtre conjugal, et ce n'est pas du tout le meurtre passionnel. Il est donc le meurtre de femmes lors de chasse aux sorcières, il est le néonaticide sexo-sélectif, il est le lesbicide, il est le meurtre de femmes pour l'honneur de l'ado, etc. Donc, on a une lecture du meurtre de femmes par le prisme de la domination masculine dans une vision qui transcende les particularités des relations pour observer un phénomène de domination massif. Si le concept est présenté au tribunal, il n'est toutefois pas repris par les militants du MLF. Et ça, c'est important parce que ça va expliquer un petit peu ce rendez-vous manqué du féminicide. Dans les entretiens que j'ai pu conduire avec elle, il apparaît une amnésie qui est complètement partagée par rapport au fait qu'elle ne se souvienne pas du tout de l'utilisation de ce terme. Cette amnésie, elle est due à plusieurs facteurs, je vais en identifier deux. Le fait qu'à ce même moment, en France, il y a deux sujets qui importent pour les féministes de l'époque, le viol et les femmes battues. La question du viol, donc, c'est assez important parce qu'en 1976, c'est vraiment l'année de campagne contre le viol et le MLF va réaliser plusieurs événements. Au tribunal, en fait, on remarque que dans l'atelier sur le viol, les Françaises l'investissent énormément. Quasiment tous les témoignages qui sont faits sur le viol, c'est le MLF français qui les porte. Le deuxième sujet, il est porté par une autre tendance du MLF qui va s'autonomiser progressivement, qui s'appelle la Ligue des droits des femmes et qui est cofondée par Simone de Beauvoir. Cette Ligue des droits des femmes, elle s'intéresse à la question des femmes battues. Parce que la violence dont sont victimes les femmes battues peut conduire au meurtre, sa mise à l'agenda militant aurait pu conduire la Ligue des droits des femmes à embrasser la conceptualisation du féminicide proposée pendant le tribunal. Pourtant, l'étude des carnets conservés par les militantes montre que si les militantes rencontrent le féminicide, elles ont vraiment des femmes qui sont tuées, elles sont en face du fait social, elles ne vont pas l'identifier comme tel, et elles ne l'identifient surtout pas comme un fait spécifique qui dépasse la question des femmes battues. Par exemple, en mai 1976, il y a 2 femmes qui sont battues, qui sont assassinées par leur époux. Et en amont de ce procès-là, la Ligue des droits des femmes va organiser une manifestation. Elle demande à toutes les associations féministes européennes d'envoyer des fleurs et elles vont matérialiser le corps de cette femme tuée par des caisses qu'elle recouvre d'un drap noir. Donc ça rappelle un peu la manière dont on peut aujourd'hui lutter contre des féminicides. Donc ce féminicide, il n'est pas nommé comme tel, il apparaît comme un impensé, dans le sens où il va se confondre avec la violence conjugale. Il est saisi au prisme des femmes battues, mais que ces femmes battues soient vivantes ou mortes, en fait, en réalité. Et il ne ressort pas de manière saillante. Donc il apparaît qu'il y a un rendez-vous manqué. Pour autant, ce qu'il faut souligner, ce qui est vraiment très important, c'est que grâce au mouvement féministe, qui théorise à partir de ce qu'elles observent sur le terrain, un paradigme va s'installer. Ce n'est ni la passion, ni le mariage qui sont responsables des violences faites aux femmes, ce sont les hommes. Cette lecture, elle s'impose en parallèle de la constitution de la classe des femmes. En effet, c'est parce que les femmes se pensent en tant que classe des femmes et pas seulement comme épouses ou mères, soumises aux oppressions de la domination masculine, qu'il est possible de sortir de cette lecture conjugaliste, familialiste ou passionnelle qu'on avait tant au XIXe et au XXe siècle. Donc il faudra attendre les années 2010 pour vraiment que le mot s'impose en France, notamment grâce à 2 collectifs, le collectif Féminicide par compagnon ou ex et les collages féminicides. On pourrait y revenir plus tard si ça vous intéresse. Pour autant, ça va être ma conclusion, nous héritons toutefois en France d'une acception qui reste limitée du fait social. La définition qui tend à s'imposer aujourd'hui se limite beaucoup dans ses usages au cadre conjugal, c'est-à-dire au meurtre d'une femme dans le cadre du couple par son compagnon ou par son ex-compagnon, excluant au passage toutes celles qui pourraient être tuées hors de ce cadre, et pourtant il y a des logiques de genre qui sont à l'œuvre. Si les mouvements et les chercheuses féministes ont permis de lire ce crime comme résultant des rapports sociaux de sexe, donc l'ajout finalement de ce « parce qu'elle est une femme », il semblerait que nous soyons encore empêtrés dans cette lecture conjugaliste. Par ailleurs, l'acception de ce terme ne se fait pas sans résistance, et on le voit notamment du point de vue légal, puisque
c'est pour ça que j'ai choisi ce titre-là, une reconnaissance pénale impossible en posant une question. On va avoir, par exemple, au début de l'année 2020, la mission d'information parlementaire chargée de traiter cette question spécifique, présidée par la députée LREM Fiona Lazar, qui a décrété qu'il serait inutile d'intégrer le féminicide au code pénal, considérant que l'arsenal législatif pour lutter contre ces violences était déjà suffisant, et ajoutant qu'elle craignait qu'une telle infraction soit jugée anticonstitutionnelle au motif qu'elle porterait atteinte à l'égalité entre les citoyens et, ça c'est intéressant, à l'universalisme du droit. Ce qui illustre ce décalage entre les pratiques militantes, entre la constitution de cette classe des femmes et l'institutionnalisation de la question par les pouvoirs publics et le droit, c'est la difficulté à faire advenir des ruptures franches dans l'appréhension du féminicide et de l'appréhension même de l'idée de féminicide. De la même façon que les aliénistes au XXe ont pensé le crime passionnel par le prisme de la lecture conjugaliste, encore dominant à leur époque, le modèle conjugaliste et universaliste empêche encore la pleine reconnaissance du caractère systémique et genré que recouvre le féminicide. Je vous remercie beaucoup. Merci infiniment, Margot, pour cette analyse passionnante. Je suis sûre qu'il va y avoir beaucoup de questions autour de votre communication, mais on va les garder pour plus tard, puisque c'est maintenant au tour de Marc Pichard, qui est professeur de droit privé à l'Université Paris-Nanterre, de nous proposer une réflexion qui, j'imagine, va retrouver cette idée de tension qui était très présente dans votre communication, tension entre différentes valeurs et différentes institutions à protéger. Mais évidemment, là, je parle sans savoir le fond de sa pensée qui va nous être délivrée tout de suite. Merci Diane, merci pour cette invitation dans ce colloque. Comme l'introduction de Diane Roman l'a établi, l'intitulé de cette communication est particulièrement obscur. J'espère que ça s'éclairera un peu au fur et à mesure de la communication. Mais peut-être faut-il d'ores et déjà avertir, ce sera une communication hors sol. Et la moins prescriptive possible, donc certainement décevante. À propos de toutes les lois contemporaines relatives aux violences sexuelles et sexistes, Caroline Duparc, comme on va entendre tout à l'heure, écrit, à travers cet empilement de textes, se dessine sans ambiguïté une ligne directrice de la politique criminelle qui s'oriente dans un sens nettement plus répressif, avec le souhait notamment de saisir pénalement toujours plus de comportements. Alors, les sources de cet empilement de textes sont extrêmement nombreuses. Il est évident que la médiatisation de faits divers aura certainement eu une influence. Il est évident qu'un réflexe de recours à la loi, et notamment à la loi pénale pour répondre à nombre de questions de société, peut s'exprimer en la matière. Il est évident aussi que les malfaçons législatives, vraies ou supposées, conduisent à devoir remettre l'ouvrage sur le métier, et on l'a évoqué hier, notamment à propos de la loi de 2018 et de la loi du 21 avril 2021 venant finalement répondre à certaines des imperfections de la loi initiale. Mais certainement aussi une des sources de ces évolutions législatives extrêmement nombreuses, c'est la montée en puissance du discours qui va mettre en évidence les liens existants entre rapports de domination et violences sexuelles. On songe au tout premier chef, bien sûr, aux analyses portées par le féminisme communément qualifié de radical, fondé sur une structure conceptuelle marxiste reposant sur l'idée que la classe homme domine la classe femme par un lien de domination unilatérale fondé principalement sur l'exploitation sexuelle, pour en prendre la définition proposée par Marie-Claire Bello. Mais on songe aussi aux analyses selon lesquelles les rapports de domination s'exprimaient aussi en matière de violence sexuelle à l'égard des enfants, et on songe cette fois-ci au premier chef, aux travaux de Dorothée Ducy, qui souligne le lien entre système patriarcal et inceste. Je la cite: « Chacun, chacune est imprégné au berceau des rapports de domination constitutifs des relations familiales, rapports dont l'inceste constitue un exercice érotisé », écrit-elle. Il semble peu douteux que ces analyses des rapports sociaux de sexe et de sexualité en termes de domination aient influé sur le système juridique français. On ne reviendra pas sur les différents éléments, mais il faut peut-être rappeler à quel point l'invention du harcèlement sexuel comme infraction, elle produit direct des théories et des mobilisations féministes. Comme l'expose Catherine McKinnon, le harcèlement sexuel en tant qu'acte n'a pas été inventé par les féministes,
Ceux qui le commettent le font sans aucune aide de notre part. Le harcèlement sexuel en tant que recours légal, l'idée que la loi doit le considérer du point de vue des victimes est sans conteste une invention féministe. Les féministes ont été la première à prendre suffisamment au sérieux l'expérience des femmes pour révéler le problème, le conceptualiser et le poursuivre judiciairement. Et l'on pourrait dresser le même constat à propos du comportement sexiste ou du harcèlement de rue, finalement désigné dans la loi comme outrage sexiste. Émerge ainsi ce qui, dans le cadre des travaux préparatoires préalables à la loi de 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, a pu être qualifié de continuum des infractions, qui, au moins en première analyse, peut être considéré comme la traduction normative du continuum des violences, tel que théorisé par Liz Kelly, selon laquelle il n'y a pas de césure nette entre les rapports sexuels consentis et le viol, mais un continuum de pression, de menaces, de contraintes et d'usage de la force. En mettant au jour des pratiques diverses, mais qui tout entendent lutter, mettant la mise au jour, prétend lutter contre un système de pouvoir permettant la mise à disposition du corps des femmes, ces innovations normatives peuvent être analysées comme la réception par le droit français des analyses féministes et plus généralement des analyses en termes de domination. En ce sens, synthétisant les évolutions contemporaines en matière de lutte contre les violences sexuelles et sexistes, Jémy Charruot écrit « Ces nouvelles incriminations qui entendent plus directement lutter contre le sexisme ne cherchent donc pas tant à protéger la victime elle-même qu'à assurer le respect d'un ordre social détaché de toute idée de domination. Le législateur promeut en ce sens une nouvelle forme de moralité publique, régulatrice d'une société débarrassée des rapports inégalitaires de pouvoir. » Ce constat, il s'agit de le discuter à travers une question qui est une question que j'ai quasiment empruntée à ma voisine, à savoir celle de savoir si l'agenda du Parlement français en matière de violences sexuelles serait celui du féminisme radical et plus généralement de l'émancipation des rapports de domination. S'agissant du corpus, cette question, je l'ai préalablement étudiée au prisme des travaux préparatoires des lois contemporaines. Ici, je propose de l'examiner plutôt au prisme des dispositifs normatifs eux-mêmes, même si je ne m'interdirai pas quelques incursions du côté des travaux préparatoires. Alors, comment essayer d'évoquer cette question, une sorte de bilan de l'influence effective de cette analyse en termes de domination sur le droit contemporain des violences sexuelles? Je propose de montrer comment l'analyse des violences sexuelles comme résultant de rapports structurels de domination se heurte ou compose, c'est-à-dire entre en tension avec différents modèles, différents paradigmes. Et je propose de m'arrêter moi aussi sur 3 paradigmes, mais qui ne seront pas les mêmes, encore que. Le paradigme universaliste entre en tension avec le projet de révélation de la domination. Le paradigme libéral entre en tension avec le projet de prise en compte de la domination et le paradigme paternaliste avec le projet d'émancipation de la domination. Alors, en premier lieu, révélation de la domination versus paradigme universaliste. Il va en réalité s'agir un peu aussi de féminicide et de ce que l'on évoquait à l'instant. Si l'universalisme que nous assimilerons ici à l'égalité devant la loi, et j'entends bien à quel point ce serait discutable. Si l'universalisme que nous assimilerons donc ici à l'égalité devant la loi est essentiel à notre système juridique, est-il possible de faire une place en droit à la logique de révélation de la domination des uns sur les autres? A priori, l'égalité devant la loi appelle la neutralité des énoncés normatifs, quand la révélation de la domination suppose, tout au contraire, de dire les inégalités réelles, de dire les rapports de pouvoir. Comment révéler un phénomène de domination sans rompre avec cette exigence universaliste? Comment combiner neutralité formelle et mobilisation de la fonction expressive du droit pénal pour mettre au jour les phénomènes de domination? 2 voies ont été explorées pour dépasser cette tension. La première méthode est celle qui a été employée notamment pour révéler l'existence de violences sexuelles au sein des couples mariés, pour combiner respect de l'égalité formelle et révélation d'un phénomène. C'est la voie des circonstances aggravantes, neutre en termes de genre, formellement, qui a été adoptée.
Ainsi, pour dire l'existence du viol conjugal, la technique mobilisée a été celle de la création de circonstances aggravantes lorsque l'infraction est commise par le conjoint et désormais le partenaire ou le concubin de la victime, la peine encourue passant de 15 à 20 ans de réclusion criminelle. La méthode permet de saisir certains phénomènes de domination sans création d'asymétrie formelle. Révéler un phénomène ne passe donc pas alors par la visibilisation de sa dimension genrée au stade de l'énonciation de la règle. La visibilisation sera assurée par l'application et par une application permettant de dire le phénomène plus grave que d'autres phénomènes. En dehors du viol intraconjugal, la méthode est notamment également utilisée par la loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté pour saisir le sexisme. Pour saisir le sexisme, la loi va modifier l'article 132-77 du Code pénal, disposant dans la perspective classique de neutralité des énoncés juridiques, lorsqu'un crime ou un délit est précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui soit portent atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de son sexe, son orientation sexuelle ou identité de genre, vraie ou supposée, etc., etc., le maximum de la peine privative de liberté encourue est relevé, etc., etc. Le compromis trouvé entre révélation de la domination et respect du paradigme universaliste consiste alors à créer des circonstances aggravantes qui, si elles sont formellement neutres, ont vocation à ne s'appliquer qu'aux femmes, en quoi elles peuvent être qualifiées de gender-born et pas de l'âge. La seconde méthode explorée consiste à mobiliser un concept qui dit la domination sans pour autant être formellement excluant. C'est ce qui se donne à voir avec l'agissement sexiste, élément constitutif du harcèlement sexuel. Quoi qu'on en ait en effet, on conçoit difficilement que la qualification de sexiste puisse être mobilisée par des hommes à l'encontre des femmes. Ce faisant, le dispositif issu de la loi de 2018 rompt avec la logique dominante et permet de dire la domination sans aggraver l'incrimination, mais à travers un mot qui se veut formellement relativement neutre. Alors, est-ce qu'on pourrait aller au-delà et créer des infractions dont l'énoncé même dirait la domination, dont l'énoncé même dirait la symétrie, sans recourir à un terme au statut hybride comme celui de sexisme, mais qui serait plus évidemment encore sexo-spécifique ? Le débat, comme on vient de le rappeler, s'est surtout cristallisé en dehors du champ des infractions sexuelles à propos du féminicide. Mais à la réflexion, il me semble que la question dépend du projet normatif exact que l'on poursuit. Ce que l'on constate empiriquement, c'est que la méthode majoritaire de mise au jour des phénomènes de domination a un effet majeur, l'aggravation de la peine. Pour dire que quelque chose existe, la contrainte de neutralité formelle des énoncés conduit à dire que le comportement est plus grave qu'un autre, globalement identique, mais qui ne s'inscrirait pas dans un système de domination à révéler. Partant, l'auteur d'une infraction s'inscrivant dans un contexte de domination est exposé à des peines plus lourdes que lorsque ce contexte est absent. Cette neutralité formelle conduit donc à un résultat que l'on pourra juger paradoxal en termes d'égalité devant la loi, parce qu'on ne veut pas dire la spécificité au nom de l'égalité devant la loi, on pénalise plus les auteurs. La contrainte d'égalité formelle crée de l'inégalité matérielle. Inversement, des infractions spécifiques, des dénominations spécifiques sans aggravation de la peine conduiraient à une rupture formelle de l'égalité sans rupture matérielle. On voit mal comment cette voie pourrait être condamnée au nom de l'égalité, mais elle suppose que le projet normatif ne soit que de révélation de la domination et pas de surpénalisation. Le viol patriarcal, par exemple, qui ne concernerait que les viols commis par les femmes, par les hommes sur les femmes, ou que par les conjoints sur les conjointes, pourrait ainsi être inventé sans s'exposer, me semble-t-il, à quelques reproches que ce soit en termes d'égalité devant la loi, dès lors qu'il serait soumis au même régime de peine que tout viol, 15 ans de réclusion criminelle. En somme, la tension conceptuelle existe si le projet est de punir plus, mais il me semble qu'elle se dilue s'il ne s'agit que de dire la spécificité. En deuxième lieu, deuxième tension, prise en compte de la domination versus paradigme libéral. À propos de l'inceste, Raphaël Théry, dans un texte que je trouve extrêmement intéressant, écrit « C'est bien parce que le droit pénal français a rejeté le moralisme au nom d'une approche libérale qu'il a expulsé l'inceste de son giron.
Mais cette expulsion indue se fonde sur le rôle excessif donné à la notion de consentement, oblitérant la spécificité pénale de l'inceste. L'approche libérale repose sur une présomption générale de licéité des relations sexuelles consenties. Ne s'intéressant qu'à l'inceste intime, le libéral fait valoir, à contrario, que seul l'inceste non consenti peut faire l'objet d'une incrimination légitime. On l'a longuement évoqué hier, en matière de sexe, dès lors qu'il y aurait consentement, il ne saurait y avoir de réaction de l'ordre public. Le paradigme libéral l'imposerait. Immédiatement, une première objection vient à l'esprit. En principe, le consentement de la victime est indifférent en droit pénal. En somme, le libéralisme qui s'exprimerait à travers cet attachement au consentement ne saurait en réalité constituer un principe de régulation de nos sociétés. L'auteur d'un homicide n'est pas moins susceptible d'être poursuivi parce que la victime y aurait consenti. Manon Garcia l'a rappelé hier. L'objection n'est pas sans réplique de deux ordres. D'une part, la position libérale est par exemple favorable à la dépénalisation du suicide assisté au nom du principe de non-nuisance de John Stuart Mill. D'autre part, et beaucoup plus fondamentalement, il paraît difficile de faire totalement abstraction de la question du consentement ou de la volonté en matière sexuelle. La plupart des pratiques de cet ordre supposant en effet contact ou pénétration qui n'ont pas d'équivalent dans le reste du monde social. Le consentement resterait donc la pierre angulaire du système normatif entourant les violences sexuelles. Et cette centralité du consentement dans le paradigme libéral entrerait en tension radicale avec une analyse en termes de domination dont une partie de l'objet consiste précisément à remettre en cause la possibilité même, la validité ou la portée de certains consentements à part. En droit civil, lorsque certaines situations de domination sont supposées, et quand bien même elles ne seraient pas vérifiées dans un cas particulier, sont posées des incapacités spéciales de jouissance. Le mineur de 16 ans ne peut pas disposer de ses biens à titre gratuit. Les membres des professions médicales qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci. Ce faisant, l'activité de transmission des biens à titre gratuit n'est pas dans sa généralité désignée comme illégitime ou dangereuse et donc à prohiber, mais en raison des situations de domination, on ne permet pas à certaines personnes d'y accéder, en excluant purement et simplement tout débat sur le consentement. Tout mauvais jeu de mots mis à part, c'est finalement un mode de résolution assez proche de la tension que l'on constate dans la législation pénale contemporaine s'agissant des viols sur mineurs ou de la prostitution, éviction de tout débat sur le consentement en raison de la situation de domination relative à une activité en général considérée positivement, à savoir l'activité sexuelle. Après les tâtonnements que l'on sait et qui ont été rappelés hier, la loi du 21 avril 2021 a évincé toute exigence d'une absence de consentement au nouvel article 222-23-1 du Code pénal quand un acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit ou un acte bucco-génital est commis par un majeur sur la personne d'un mineur de 15 ans ou commis sur l'auteur par le mineur lorsque la différence d'âge entre le majeur et le mineur est d'au moins 5 ans. Et la question du consentement, elle est également évincée par la loi du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel. L'intitulé de la loi en lui-même est essentiel. La prostitution est conçue comme constitutive d'un système de domination. Le recours au service des prostituées est en lui-même une infraction, indépendamment de toute prise en considération du consentement de la prostituée, car nécessairement, du fait même de la domination des hommes sur les femmes, les personnes prostituées sont des victimes de la prostitution. L'expression est employée à plusieurs reprises dans la loi, en dehors de toute prise en compte de leur apparent consentement à l'activité en cause. Quoi qu'elle en ait, quoi qu'elle en pense, quoi qu'elle en dise, la personne prostituée est une victime, car le système prostitutionnel en lui-même une violence. C'est le modèle qui a été adopté par la loi de 2016. On l'empêche de pratiquer une pratique, comme, le parallèle ayant évidemment toutes ses limites, on empêche la personne qui souhaiterait gratifier le médecin qui l'a suivi pendant les 5 années de son cancer d'en faire son légataire. La situation de domination est irrémédiablement posée, le paradigme libéral balayé,
comme l'écrit Daniel Borillo, pour le déplorer, en permettant d'esquiver la notion essentielle de consentement, le concept de système fait émerger un consensus pour lutter contre la prostitution. Comme il s'agit d'un système, le choix n'a pas d'importance, tout devient contrainte. La technique des incapacités de jouissance en droit civil, ou de la neutralisation absolue de la question du consentement telle qu'on la voit à l'œuvre en droit pénal sur ces deux questions, du viol des mineurs et de la prostitution, cette technique a des vertus qui sont des vertus de simplicité. Elle s'expose, en revanche, naturellement, à des contestations très fortes et surtout à délicates questions de frontières. Au risque de continuer à mener un parallèle que certains jugeront déplacé, on soulignera ainsi qu'un des textes instaurant une incapacité spéciale de recevoir et donc de disposer a été censuré par le Conseil constitutionnel il y a juste un an, le 12 mars 2021. Il s'agissait d'un texte du Code de l'action sociale et des familles à portée très générale, qui conduisait notamment à interdire aux personnes âgées de gratifier ceux et celles qui leur apportent, contre rémunération, des services à la personne à domicile. En raison de sa généralité, le texte est censuré, notamment parce que cette généralité conduit à l'appliquer dans des hypothèses trop nombreuses pour que le risque de captation, c'est-à-dire le risque de domination, soit avéré. Le parallèle vaut ce qu'il vaut, j'y insiste, mais il met en évidence une exigence de mesure et de cohérence que n'illustre pas toujours la production législative contemporaine. À cet égard, un contraste est saisissant, la différence de traitement juridique entre la prostitution et la pornographie. Dans une logique de domination, dans une logique de classe, la prostituée et l'actrice de films pornographiques ne se trouvent dans des situations a priori extrêmement semblables. Rappelons les propos de Catherine McKinnon. Pour les féministes, la pornographie est une forme de sexualité imposée, la mise en pratique d'une politique sexuelle, une institution de l'inégalité de genre. Avec le viol et la prostitution, auxquels elle contribue, la pornographie institutionnalise la sexualité de la suprématie masculine, qui fait fusionner érotisation de la domination et de la soumission et construction sociale des hommes et des femmes. Si les mêmes rapports structurels de domination sont en cause, peut-on envisager des traitements juridiques différents? Inversement, l'extension du périmètre de ce qui est la privation de droit, ou du moins de capacité, d'aptitude, expose les dispositifs eux-mêmes non pas seulement à la contestation, mais à la censure. En somme, le parallèle avec les incapacités de jouissance du droit civil, avec toutes ses faiblesses, démontre que l'outil, parce qu'il gomme les faits, gomme les expériences, gomme les différences, ne peut probablement pas être d'usage extensif, non seulement par égard pour le paradigme libéral, mais par égard pour les faits, pour les expériences, ou pour les différences. En dernier lieu, troisième point, l'émancipation de la domination versus le paradigme paternaliste. L'œuvre importante accomplie en matière de lutte contre les violences sexuelles est-elle avant tout une œuvre d'émancipation de la domination ou une œuvre de protection des plus faibles? Si on admet qu'est paternaliste un programme normatif qui donne la priorité à la protection sur l'émancipation, la question se pose de savoir si les lois adoptées en matière de violences sexuelles sont avant tout féministes ou avant tout paternalistes. Il est clair que la frontière n'est pas évidente à cerner et au fond, le débat pourra sembler vain. Il me semble pourtant que la distinction des programmes normatifs n'est pas absolument inutile, mais avant de l'expliciter, il me semble important de procéder à une analyse lexicale des textes. Au premier chef, non seulement dans les travaux parlementaires, mais dans les textes relatifs aux violences sexuelles, le combat contemporain contre les violences n'est pas principalement mené au nom de la lutte contre le patriarcat ou de la remise en cause des rapports sociaux de sexe, mais avant tout au nom de la dignité. Les exposés des motifs des projets ou propositions de loi y font quasiment tous référence en principe dès leurs premiers mots. L'association de la lutte contre les violences, notamment sexuelles, à la protection de la dignité des femmes déborde du reste des travaux préparatoires pour s'inscrire dans les textes adoptés eux-mêmes. Par exemple, à l'article 1er de la loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, qui évoque parmi les éléments de la politique pour l'égalité entre les femmes et les hommes, les actions de prévention et de protection permettant de lutter contre les violences faites aux femmes et les atteintes à leur dignité. Plus encore, puisque la portée normative du texte est plus évidente, le harcèlement sexuel est défini à l'article 222-33 du Code pénal comme le fait d'imposer à une personne de façon répétée des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
Or, la dignité est par essence une référence normative détachée de tout contexte de domination, puisqu'elle renvoie à l'essence humaine. Si la défense de la dignité est susceptible de créer du consensus, c'est que sa charge politique est faible, et d'autant plus que la notion est mobilisée dans les contextes les plus divers. Or, au-delà même de cette dimension de dépolitisation, la question des violences sexuelles que constitue le recours à la notion de dignité, il faut rappeler que si celle-ci peut être rattachée à un paradigme paternaliste, c'est qu'en droit, la dignité peut être imposée à celui qui est censé être par elle protégé. La dignité n'est pas un droit de l'individu, mais une norme qui peut lui être opposée contre sa volonté. Sont tout autant significatives les références récurrentes à la vulnérabilité. Le terme apparaît en droit français en tant que circonstance aggravante du viol, avec la loi du 23 décembre 1980 relative à la répression du viol et de certains attentats aux mœurs. Depuis, elle est mobilisée en matière de violences sexuelles, toujours comme circonstance aggravante d'autres infractions, telles que le harcèlement sexuel ou l'infraction instaurée à l'article 222-30-1 du Code pénal, qui pénalise le fait d'administrer à une personne, à son insu, une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes afin de commettre à son égard un viol ou une agression sexuelle. Mais la vulnérabilité a aussi mobilisé dans d'autres fonctions, par exemple à l'article 222-22-1 relatif aux agressions sexuelles, qui dispose, lorsque les faits sont commis sur la personne d'un mineur de 15 ans, la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par l'abus de la vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour ces actes. Or, en droit, la vulnérabilité est une qualité intrinsèque de la personne. Comme l'écrivent François Terré et Dominique Fenouillet, la vulnérabilité désigne seulement la faiblesse dans laquelle le sujet se trouve en fait, faiblesse à laquelle le droit apporte diverses réponses. Mobiliser la vulnérabilité de la victime, c'est souligner la faiblesse intrinsèque de celle-ci qui appelle une protection du droit, dont la vocation serait de venir au soutien des plus faibles. Le procédé est certainement efficace et susceptible de produire des normes opportunes. Il ne s'agit pas de le contester, mais raisonner en termes de faiblesse de la victime, c'est raisonner pour l'essentiel de manière non située, indépendamment des logiques de domination. C'est mobiliser le droit parce que la victime est faible, pas parce qu'elle serait l'objet d'un système de domination dont il s'agirait de la libérer. Ce n'est pas le même programme normatif. Pour le dire plus simplement, et étant entendu que l'un n'est pas exclusif de l'autre, un projet normatif de protection n'est pas un projet normatif d'émancipation ou de libération de rapports structurels de domination. Le droit pénal peut certainement protéger. À lui-même, il ne peut certainement pas émanciper. Ce n'est du reste pas sa fonction. La question qui voulons-nous protéger est certainement centrale, mais elle ne saurait occulter une autre question que je crois différente. Comment voulons-nous émanciper ? Je vous remercie.